Paris, 10e arrondissement, rue des Petites Écuries. Une petite voie située à 2 pas du métro Château d'Eau. C'est ici qu'a été assassinée le 29 mars 1988 Dulcie September, une militante sud-africaine, figure de la lutte anti-apartheid. 5 balles silencieuses, tirées à bout portant, dans la tête et dans la nuque, devant la porte de son bureau au 4e étage de cet immeuble. Dulcie September était alors en pleine investigation sur les relations troubles entretenues par la France et l'Afrique du Sud. Elle enquêtait sur le trafic d'armes illégales et la collaboration nucléaire entre les deux pays et se savait menacée. Une enquête bâclée, un non-lieu 4 ans plus tard et un crime politique toujours non élucidé 35 ans après. Une chose est sûre, cette combattante acharnée embarrassait la France et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, sa famille est toujours engagée dans un combat pour faire reconnaître une défaillance de la justice française dans ce dossier et obtenir justice et vérité sur ce crime d'État, commandité par les services secrets sud-africains avec des complicités françaises. De 1948 à 1991 est imposée une ségrégation raciale en Afrique du Sud, une stricte division du territoire sud-africain et de sa population, fondée sur une inégalité de droits et une domination de la minorité blanche sur la majorité noire. C'est le régime d'apartheid. Métisse du Cap, Dulcie September devient institutrice et s'engage très jeune contre ce régime politique qui n'hésite pas à réprimer et massacrer ses opposants. Condamnée pour ses activités politiques, elle purge une peine de 5 ans de prison. Elle écope à sa sortie d'une interdiction d'exercer son métier d'enseignante, de mener des activités politiques en Afrique du Sud et se retrouve placée sous surveillance policière. Dulcie September s'exile donc en 1973. Elle s'installe d'abord à Londres, puis elle adhère à l'African National Congress, l'ANC, dont elle deviendra une cadre les années suivantes. La victoire de la gauche en 1981, en France, y rend possible une représentation de l'ANC, jusque-là considérée comme une organisation terroriste. Nommée représentante de l'Organisation pour le Luxembourg, la Suisse et la France, Dulcie s'installe à Paris en 1984. Militante infatigable, elle appuie les campagnes pour le boycott des produits sud-africains, en particulier du charbon, agit en faveur de la libération des prisonniers politiques, pour le respect du droit international et l'application des résolutions de l'ONU, à commencer par celle de 1977, instaurant un embargo sur les armes. Au moment de son assassinat, Dulcie enquêtait sur les violations de cet embargo et sur le commerce d'armes illégales entre la France et l'Afrique du Sud. Bien que l'Élysée condamnait officiellement à cette date le régime d'apartheid, la France était devenue, dès 1964, l'année de l'emprisonnement de Nelson Mandela, le premier fournisseur d'armes de l'Afrique du Sud, un commerce florissant. En 1969, des généraux sud-africains, emmenés par leur ministre de la Défense et futur président, Pieter Botha, sont invités dans la région de Bordeaux par le groupe français Thomson CSF. C'est l'ancienne dénomination de Thales, fleuron de l'armement. Là, pendant plusieurs jours, ils peuvent assister à des essais de missiles et déguster de grands vins. La situation est loin de s'améliorer dans les années 80. Jacques Chirac, nommé Premier ministre de cohabitation en 1986, ne fait pas mystère de sa volonté d'une politique plus souple à l'égard de l'Afrique du Sud, malgré les sanctions économiques décidées par la Communauté européenne et les États-Unis. C'est en novembre de cette année qu'a lieu une visite en France du président sud-africain Pieter Botha. Jusqu'aux années 90, Pretoria organise minutieusement le contournement de cet embargo, en lien étroit avec les industriels français de l'armement. Divers rapports déclassifiés des services secrets sud-africains permettent aujourd'hui de mesurer l'ampleur de ces ventes frauduleuses, rendues possibles grâce à des relais dans les cercles politiques et dans les services de renseignement. La représentante de l'ANC était au courant de ces nombreuses violations. Elle était informée par des lanceurs d'alerte en France. Mais ce trafic d'armes n'est pas le seul domaine de combine entre la France et l'Afrique du Sud à attirer l'attention de Dulcie September. Dans une note manuscrite de 1985, elle fait part de sa préoccupation sur la collaboration nucléaire. L'Afrique du Sud a en effet procédé à un premier essai atomique en 1977, soutenu sur le plan technologique par plusieurs puissances occidentales. En 1985, au nord de la ville du Cap, un consortium d'entreprises françaises met en service la centrale de Koeberg. EDF en assure l'exploitation et la maintenance, encore aujourd'hui.
En échange, l'industrie nucléaire civile et militaire française est approvisionnée en uranium par l'Afrique du Sud jusqu'aux années 90. Dans les mêmes semaines où elle se dit préoccupée par les questions nucléaires, Dulcie fait part à sa hiérarchie, implantée à Londres, de son inquiétude et des menaces qu'elle et le mouvement subissent à Paris. Elle se sait sur écoute, des intrusions régulières ont lieu dans son bureau, elle est photographiée dans la rue, est agressée dans le métro et Jean-Marie Le Pen, le chef du Front National, divulgue publiquement l'adresse de son domicile. Malgré ses demandes, aucune protection policière ne lui est accordée. Son assassinat, 3 ans plus tard, suscite d'importantes mobilisations en France. Plus de 20 000 personnes sont présentes à ses obsèques au Père-Lachaise. Mais l'enquête judiciaire, d'emblée, s'enlise dans de fausses pistes. Des militants proches de l'ANC sont arrêtés. La seule personne à avoir croisé les assassins n'est jamais auditionnée par le juge d'instruction et des suspects se volatilisent. L'un d'eux, Richard Rouget, figure du mercenariat d'extrême droite, militant du GUD dans les années 1970 et disculpé. Ayant acquis la nationalité sud-africaine, il était lié au régime d'apartheid et voyageait régulièrement en Europe. Il a prétendu se trouver à Johannesburg au moment de l'assassinat de Dulcie September. Son alibi n'a pas pu être vérifié selon l'ordonnance de non-lieu. Un ancien agent des services de renseignement français a affirmé en 2011 que Rouget était lié à la DGSE. En 1998, Eugène Decock, un ancien colonel de la police de l'apartheid, souvent désigné comme le tueur numéro 1 du régime et responsable de nombreuses atrocités, met des noms sur l'assassinat de Dulcie September. Devant la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, il désigne le Civil Cooperation Bureau, CCB, une unité secrète créée en 1986 et placée sous l'autorité du ministre de la Défense. Decock met également en cause Jean-Paul Guerrier, un autre mercenaire français, accusé d'être l'un des assassins de Dulcie September. À l'instar de Rouget, Guerrier prit part à des opérations de barbouzerie aux Comores, au sein de la garde présidentielle de Bob Denard, célèbre mercenaire français impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique. Le nom de Jean-Paul Guerrier est lié à l'assassinat du président comorien Ahmed Abdallah en 1989, pour lequel il fut mis en examen aux côtés de Denard avant d'être acquitté. Depuis les années 70, l'archipel des Comores, ancienne colonie française, était devenu une plaque tournante du trafic d'armes et une base arrière pour les écoutes du régime d'apartheid, qui finançait la milice de Bob Denard. Jean-Paul Guerrier, lui, s'était mis au service de l'Afrique du Sud, d'abord comme instructeur dans l'armée au début des années 80. Il n'a jamais été interrogé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Dulcie September en 1988. 10 ans avant ce crime, il avait séjourné 3 jours à Paris, du 3 au 5 mai 1978. Le 4 mai, le militant anticolonialiste Henri Curiel était assassiné par un commando selon un mode opératoire similaire à celui de l'exécution de Dulcie September. À la tête d'un réseau de solidarité internationaliste et engagé auprès de l'ANC, Curiel était soupçonné d'avoir révélé les termes du contrat nucléaire entre la France et l'Afrique du Sud. Plus de 35 ans après l'assassinat de Dulcie September, sa famille n'abdique pas. Elle mène un âpre combat judiciaire pour obtenir la vérité. Suite au refus de la justice d'ouvrir de nouvelles investigations, après une nouvelle plainte en 2019 sous motif de prescription, la famille a engagé une nouvelle procédure en 2021 contre l'État français. Elle l'accuse de faute lourde et de déni de justice dans le traitement de l'affaire et le non-lieu prononcé en 1992. Nombre d'archives demeurent incommunicables. D'autres ne seront librement consultables qu'en 2092. L'avocat de la famille, maître Yves Laurin, multiplie les démarches pour en exiger l'ouverture. Suite à des échanges avec le parquet antiterroriste compétent pour les crimes d'apartheid, il a ainsi été découvert que plusieurs éléments de l'enquête avaient été détruits, comme l'agenda de la militante envoyé au pilon 10 ans après la clôture de l'instruction, mais aussi des effets personnels de Dulcie September ainsi que des restes humains recueillis sur la scène de crime. Déboutés en première instance, les neveux de Dulcie September ont fait appel. Durant la dernière audience, qui s'est tenue en avril dernier, l'avocat a de nouveau défendu l'idée selon laquelle l'assassinat de Dulcie September relevait du crime d'apartheid, défini dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale comme crime contre l'humanité et donc imprescriptible. L'arrêt de la Cour d'appel sera rendu le 10 juin prochain.